Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'on va parler de mes livres préférés. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter je crois une quinzaine de livres et si vous me connaissez, enfin si vous connaissez mes goûts, que vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous ne serez pas surpris et surprise par les livres que je vais présenter aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de vous en reparler. Ne serait-ce déjà que parce que ça me fait plaisir de parler des livres que j'aime et aussi et surtout pour tenter encore une fois de vous convaincre de les lire si ce n'est toujours pas fait, même si j'en conviens, les livres que j'apprécie beaucoup sont rarement des livres qui sont faits pour tout le monde, qui voilà, en général ce sont des livres assez violents et transgressifs qui ne correspondent pas à tout le monde, mais en tout cas si vous pensez qu'on a des goûts similaires, vraiment je vous recommande chaudement de lire les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont ici en tout cas en partie. Je vous montre pas tout pour pas tout vous dévoiler. Ce sont des livres que j'ai vraiment lus ces 10-15 dernières années maximum. Je vais pas vous parler des livres que j'ai adorés quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. C'est des livres donc, que j'ai lus plus ou moins récemment. Ils sont pas classés dans un ordre particulier, donc je vais les prendre vraiment comme ils viennent. Et écoutez, on commence tout de suite du coup avec le premier livre. Et le premier s'agit des Chants de Maldoror de Lautréamont, qui a été une claque littéraire incroyable que j'ai lu pour le coup assez récemment. Les Chants de Maldoror, c'est un long poème en prose qui est divisé en 6 chants. Il faut savoir que Lautréamont a très peu écrit, en dehors des Chants de Maldoror, de quelques poèmes et de quelques lettres qui sont rassemblés ici dans cette anthologie. Il n'a pas écrit autre chose, et je pense qu'il a mis tout son génie littéraire dans les Chants de Maldoror, qu'il a tout donné dans les Chants de Maldoror, et que heureusement on a accès à ce texte absolument incroyable qui est pour moi parfait. Que ce soit au niveau de l'écriture, des thématiques, de l'ambiance, de tout. Vraiment, c'est un condensé de tout ce que j'aime en littérature, les Chants de Maldoror, et je pense que je ne lirai plus jamais un tel livre. Alors heureusement, malheureusement, je ne sais pas, c'est aussi ce qui fait sa particularité, c'est que je pense que voilà, on ne lira plus jamais un texte comme les Chants de Maldoror. Donc je vous ai dit, c'est un long poème en prose de 6 chants dans lequel on suit un narrateur, Maldoror, qui est un narrateur assez obscur, misanthrope, qui va être en errance tout le long de ce poème, et pendant cette errance, il va au fur et à mesure de différentes façons essayer de défier Dieu, pour le dire simplement. C'est un récit qui va mêler des touches de surréalisme, en tout cas les Chants de Maldoror auront beaucoup inspiré les surréalistes par la suite, avec une forme de romantisme noir, de quelque chose de sombre, de glauque, presque d'horreur, que moi j'aime beaucoup. Alors voilà, mélanger le surréalisme à une forme de romantisme noir, enfin, en tout cas j'appelle ça comme ça, vraiment c'est tout ce que j'aime. C'est un récit par contre qui ne sera pas pour tout le monde, et ça va être le cas pour pas mal de livres que je vais vous présenter là dans cette vidéo. Il faut quand même avoir le cœur accroché, je pense, puisque c'est un condensé assez dense de toutes les transgressions auxquelles on peut penser. Il y a vraiment des choses affreuses qui s'y passent, mais qui sont là qui ont une visée artistique, hein. On n'est pas juste dans le violent pour la violence ou la cruauté pour la cruauté, non, c'est vraiment, ici on est dans une forme d'esthétique, d'art qui est assez éblouissante. Au niveau des thématiques, on nous parle d'errance, d'inconscient, de violence, de transgression, de révolte. Ce qui est assez fort chez Lautréamont, c'est qu'il arrive à prendre des sujets qui ont déjà été traités par le passé, mais il va les traiter d'une manière totalement inédite et totalement nouvelle. Pareil, il va utiliser des images, des figures de style qui n'ont jamais été utilisées de la sorte par le passé. Donc il y a vraiment quelque chose de rafraîchissant aussi, même si ça reste très lourd, dense et sombre. Voilà, donc c'est un récit qui est dense, il faut prendre le temps de le lire, de le savourer, les thématiques sont difficiles. Surtout en fait la manière dont elles sont traitées, une manière qui va au plus loin du transgressif. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre, c'était une explosion à chaque page, on pouvait lire, relire la même page plusieurs fois, bref, j'ai très envie de le relire parce qu'on sent qu'il y a une telle densité qu'on pourrait faire des couches et des couches d'analyse et toujours découvrir autre chose. Bref, voilà, comme dit, je pense que malheureusement on ne lira plus jamais quelque chose comme s'approchant en fait des Chants de Maldoror, donc voilà. Ensuite, Dracula de Bram Stoker, évidemment. Alors lui, je l'ai lu et relu. Je l'ai lu adolescente et puis je l'ai relu plusieurs fois jusqu'à présent. En français, en anglais, ça a été là aussi une claque. Bon, Dracula, même si vous ne l'avez pas lu,
Vous connaissez certainement l'histoire, c'est un des récits je pense qui a été le plus adapté, que ce soit dans des réécritures littéraires ou au cinéma, au théâtre, ou tout ce que vous voulez, au dessin animé, enfin bref. Il y a eu moult adaptations, plus ou moins bonnes d'ailleurs. Donc voilà, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler l'histoire de Dracula. J'adore le mythe du vampire, j'adore les récits qui mettent en scène ce mythe du vampire, sachant que Dracula c'est pas le premier livre qui nous parle de vampires, il y en a eu d'autres avant, notamment un autre auteur irlandais, Sheridan Le Fanu, qui a écrit Carmilla, qui est une nouvelle absolument incroyable que je vous recommande également parce qu'elle est vraiment savoureuse. Mais Dracula, c'est vrai que il reste en fait parmi il reste mon récit préféré de vampire. C'est un récit gothique, vous savez aussi que j'adore le gothique, donc voilà. J'aime la forme qui dynamise le récit parce qu'on y mêle des entrées de journal intime avec des articles de journaux, des échanges épistolaires. Et ce que j'aime surtout, c'est toute l'atmosphère qu'a réussi à créer Bram Stoker. On est sur un récit gothique, d'horreur, mais qui vraiment se concentre sur l'atmosphère. Il n'y a rien de sanglant, il n'y a rien de spectaculaire. Ce qui peut décevoir peut-être certaines personnes parce qu'on a peut-être un peu une image faussée par rapport à justement toutes ces adaptations qu'il y a eu depuis. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de très atmosphérique. Dracula, le comte Dracula, on le voit très peu, on le voit au début, puis après on le voit plus, mais il est constamment présent tout le long du récit. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment cette ambiance qui fout les frissons. Il y a une forme de lenteur aussi qui là peut ne pas plaire, mais moi j'ai apprécié parce que je trouve que ça sert vraiment le récit. Parce qu'il y a une tension qui s'installe tout le long de ce récit qui est fait aussi par ce rythme qui peut être un peu lent pour certaines personnes ou peut-être pour le lecteur et la lectrice du 21e siècle. Mais bon, en tout cas, j'adore les thématiques là aussi qui sont abordées entre cet éternel conflit entre le bien et le mal. C'est un récit qui s'ancre aussi dans une époque victorienne avec ses problématiques sur les questions de mort, de science, une forme de décadence, enfin pas de décadence mais de folie ou de dégénérescence qui est exploitée ici. La question de la sexualité, c'est un récit qui est extrêmement sensuel. Il y a une forte tension dans le récit, mais aussi une tension sexuelle. Et toute la question de la représentation du féminin aussi dans ce livre qui a pu aussi gêner certaines personnes, mais je trouve que c'est intéressant de justement voir comment sont représentées toutes les figures féminines de ce récit. Il y a beaucoup de choses dans Dracula, c'est pas seulement un pur récit d'horreur, même s'il peut se lire uniquement pour ça et on peut y prendre énormément de plaisir. Et ça reste un de mes romans préférés, je continuerai à le relire et voilà, si vous ne l'avez toujours pas lu, vraiment allez-y, c'est un excellent roman. Ensuite, Le Pavillon d'Or de Yukio Mishima qui a été publié en 1956. Alors là, c'est complètement différent. Yukio Mishima, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, mais j'aime tout particulièrement Le Pavillon d'Or, que là j'ai aussi lu plusieurs fois. J'en ai parlé d'ailleurs en tout début d'année dans un live puisqu'il a été au programme de mon club de lecture. Alors pour les personnes qui ne le sauraient peut-être pas, je tiens un club de lecture en alternance avec Antastasia, donc un mois sur deux c'est elle qui propose un livre et puis ensuite c'est moi qui en propose un et puis on se retrouve à la fin du mois pour... on se retrouve en live pour en discuter en live. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai quelques informations en barre d'infos si vous souhaitez vous inscrire. Mais donc Le Pavillon d'Or, c'est mon récit préféré de Mishima je pense. Et quand on connaît un petit peu Mishima, les thématiques qui l'intéressent, qu'il aborde dans ses récits, Le Pavillon d'Or pour moi c'est vraiment la réunion de tout ce qui fait Mishima, l'auteur mais aussi la personne. Dans Le Pavillon d'Or, Mishima va s'intéresser à un fait divers qui a bouleversé le Japon, c'est l'incendie du Pavillon d'Or. Le Pavillon d'Or qui est un monument national au Japon, qui remonte je crois au XIIIe ou XIVe siècle, qui est donc un temple recouvert de feuilles d'or, donc qui est absolument magnifique. Et un jour, un moine qui travaille au Pavillon d'Or y met le feu volontairement et le pavillon est complètement détruit. Et Mishima, bien sûr, que ce fait divers l'a beaucoup inspiré et il va nous raconter l'histoire de ce moine qui, depuis le début en fait de sa vie jusqu'au moment où il va mettre le feu au pavillon en essayant d'expliquer ce qui l'a amené à détruire cette représentation en fait du beau pour le Japon. Là j'aime beaucoup le style de Mishima qui mélange la narration, la psychologie des personnages avec des passages beaucoup plus philosophiques sur certaines questions comme la beauté, ce qu'est la beauté pour lui ou pour le Japon, des questions esthétiques globalement, la destruction, la mort évidemment, toujours en lien aussi avec la beauté. La question d'une forme d'harmonie et de désharmonie, c'est quelque chose qui imprègne vraiment le récit.
et aussi et surtout la dualité, le conflit intérieur que va connaître le personnage et qu'a pu aussi connaître Mishima. Je pense que Mishima met quand même beaucoup de lui dans ses écrits, et en particulier je trouve dans le Pavillon d'Or. Voilà, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais quand on connaît un petit peu Mishima, on le reconnaît quand même beaucoup dans certains passages. Je pense que c'est un récit qui n'est pas forcément très accessible à tout le monde, surtout si vous ne connaissez pas l'auteur et que vous souhaitez le découvrir. C'est pas forcément le livre par lequel je conseillerais de commencer. Je vous conseillerais plutôt de commencer par Confession d'un masque, classique mais très bien aussi. Mais voilà, le Pavillon d'Or, vraiment j'ai adoré vous voyez tout ce que j'ai pu noter. Je trouve que les thématiques, le style, cette forme aussi et le ton qui est donné par Mishima au récit, enfin vraiment j'ai trouvé ça fascinant, j'aime beaucoup. Évidemment, l'Assommoir d'Émile Zola. J'aurais pu en mettre d'autres de Zola, j'aurais pu mettre Nana, j'aurais pu mettre Germinal ou La Curée, mais bon. L'Assommoir, j'ai quand même une histoire particulière avec ce livre, c'est celui qui m'a le plus touchée, peut-être pour des raisons un peu plus personnelles. Mais voilà, il tient une place particulière dans mon cœur, l'Assommoir, donc évidemment cette vidéo ne pouvait pas être faite sans parler de l'Assommoir, que vous connaissez sans doute, peut-être que vous l'avez étudié à l'école, peut-être que vous l'avez lu avec nous dans le cadre de Lisons les Rougon-Macquart. En tout cas, l'Assommoir, c'est tout ce que j'aime chez Zola, c'est un grand roman social qui nous parle de la condition ouvrière et plus précisément de la condition d'une ouvrière, Gervaise, qui est un personnage extrêmement attachant, extrêmement bien caractérisé, qui va connaître une ascension sociale et puis une descente aux enfers, qui va connaître une fin tragique également. On va vivre avec elle toutes les émotions, tous les événements. C'est un récit qui nous parle donc de cette condition ouvrière, mais aussi de l'alcoolisme, des ravages de l'alcool, qui va nous parler des violences conjugales également, de la place de la femme dans ce monde ouvrier et dans le foyer. Ça c'est un élément qui est souvent omis quand on parle de l'Assommoir ou même des autres œuvres de Zola, mais ça revient quand même très souvent, cette question de la condition de la femme, des violences conjugales, des violences sexuelles. Et c'est très présent dans l'Assommoir. Voilà, c'est du grand Zola, pareil, ce livre est parfait, c'est dans l'émotion sans que ce soit dans le pathos, on est avec les personnages sans qu'on ait une forme de pitié saine, mais sans, voilà, encore une fois, tomber dans le pathos. Et ce que je trouve assez incroyable chez Zola, c'est de parvenir à nous décrire des situations ou des personnages qui sont pas toujours sympathiques, ou des situations qui ne pourraient pas forcément toujours susciter l'émotion chez nous, et il le fait toujours sans jugement, avec justesse, et c'est ça qui fait la force en fait de ce récit. On nous parle quand même finalement de personnages qui pour la plupart vont sombrer dans l'alcool, en tout cas l'alcool va détruire leur vie ou une partie de leur vie, et ça pourrait être quelque chose d'assez... on pourrait avoir tendance à manquer d'empathie vis-à-vis de ça, et en réalité c'est fait avec tellement de justesse et sans jugement qu'on peut pas rester indifférent au destin de Gervaise. Donc voilà, l'Assommoir de Zola évidemment figure dans cette vidéo. Et vu qu'on parle d'injustice sociale, alors dans un récit complètement différent mais qui aborde également cette thématique, Le Seigneur des Porcheries de Tristan Egloff. Alors là c'est un récit plutôt contemporain parce qu'il a été publié en 1999. Je l'ai lu une fois il y a quelques années et là aussi ça a été une claque incroyable. Je suis à la recherche d'un récit qui serait un peu similaire, qui me procurait les mêmes émotions, qui serait vraiment dans la veine de ce roman. Donc si vous l'avez lu et que vous connaissez des récits de ce genre, s'il vous plaît, merci de me les recommander en commentaire parce que j'ai toujours pas trouvé. Mais donc, Le Seigneur des Porcheries, c'est un récit dans lequel on suit un narrateur qui est un jeune homme qui vit dans une petite ville rurale des États-Unis, dans le sud des États-Unis, dans les années 50-60 je crois, et qui va subir, qui évolue donc dans cette petite ville rurale qui est assez typique, avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir en tête, avec la pauvreté, le racisme, toutes les injustices sociales, la violence. Et il va décider un jour de se venger justement de tout ce qu'il a subi, de cette violence sociale et de la violence aussi de ses pairs, en s'alliant avec des marginaux, des parias de la société, et en construisant leur vengeance. Je vous en dis pas plus, mais donc c'est un récit de vengeance, j'adore les récits de vengeance, avec une question d'injustice sociale en fond. Donc tout pour me plaire. C'est un récit en fait là qui est extrêmement satirique, qui est parfois drôle. Les situations et les personnages sont parfois exagérés, mais c'est fait à dessein, et c'est dans cette exagération qu'il y a une forme de dénonciation. Mais ça va pas trop loin non plus, ça devient pas ridicule ou grotesque. Il y a vraiment une limite qui n'est pas franchie, et tant mieux, parce que ça aurait vraiment pour moi le récit aurait perdu en qualité, et là c'est pas du tout le cas. Là aussi un récit violent, un récit sale, un récit cruel.
et qui est parfois aussi dans la provocation. On retrouve les thématiques comme dans d'autres livres dont je vous ai présenté, de révolte, d'initiation, d'injustice sociale comme je vous disais. Donc voilà, il y a quand même des thématiques assez similaires à ce que j'ai pu déjà présenter et que je vous présenterai par la suite, mais c'est traité totalement différemment ici. Là voilà, encore une fois c'est un récit qui ne plaira pas à tout le monde, mais si vous pensez qu'on a des goûts similaires, foncez parce que Le Seigneur des Porcheries, j'ai adoré d'ailleurs, j'ai très envie de le relire. Bon, sans surprise, Lolita de Vladimir Nabokov évidemment. Je pense que vous en avez marre que j'en parle de ce livre, j'en ai fait plusieurs vidéos, j'en ai fait une lecture commune, ma chaîne, c'est un condensé entre Lolita et Nabokov, Nabolita, donc voilà. J'avais mon chat s'appelait Lolita, enfin bref, j'en fais une obsession de ce livre, ce qui est assez, je sais pas si c'est bien normal, mais enfin bon. C'est un livre que j'ai découvert quand j'étais adolescente, je l'ai relu depuis et à chaque fois c'est toujours les mêmes émotions, c'est toujours un régal. Nabokov c'est vraiment un de mes écrivains préférés, un des écrivains que je trouve le plus ingénieux du point de vue de la langue. C'est un maître vraiment dans la façon de manier les mots, l'écriture, les langues, puisqu'il était polyglotte. Et c'est surtout un auteur qui nous montre tout ce dont est capable la littérature en tant qu'art et tout ce qu'on peut faire avec elle pour le beau, pour dénoncer, pour juste l'art pour l'art aussi. C'est une forme de littérature pure, j'ai envie de dire. Et en plus, Lolita a ce petit bonus d'évoquer une thématique qui était assez peu évoquée et dénoncée pour l'époque, donc la pédophilie, en tout cas l'hypersexualisation des jeunes filles. Et d'une façon qui est encore une fois assez ingénieuse, assez remarquable. C'est un récit qui est là aussi transgressif, qui met mal à l'aise, qui a pu être à de nombreuses reprises mal interprété, mal adapté au cinéma, mais qui quand on le lit attentivement est vraiment un chef-d'œuvre en tout point, que ce soit l'écriture, le sujet, les personnages. Bref, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur ce livre si vous souhaitez en savoir plus, mais je pense qu'il est très connu, que vous l'avez déjà lu, et si ce n'est pas fait, et que vous pensez que vous pouvez quand même supporter la thématique voilà, de la pédophilie, du viol, parce que ce sont quand même des thématiques que tout le monde n'est pas apte à lire, donc enfin ce qui est normal. Donc voilà, mais au-delà de ça, en tant qu'objet littéraire, c'est mon livre préféré, c'est mon livre préféré, voilà. Martin Eden de Jack London. Alors Jack London fait partie de mes auteurs préférés. Martin Eden a été publié en 1909 et c'est un livre que j'ai lu des années et qui m'a fait pleurer. C'est un des rares livres où j'ai fini en larmes, vraiment. C'est assez rare que je pleure quand je lis un livre, mais là ça a été le cas. C'est un récit semi-autobiographique puisque Jack London va mettre... Enfin c'est un roman, hein, mais Jack London va mettre énormément de lui, de son expérience dans cette histoire, dans l'histoire de Martin Eden. Alors Martin Eden, c'est l'histoire de ce personnage qui est un jeune marin issu d'un milieu modeste qui va vouloir s'élever intellectuellement et socialement suite à une rencontre avec une jeune femme qui elle est issue d'un milieu social plus élevé, de la bourgeoisie, et va vouloir se mettre à son niveau, et donc il va commencer une éducation autodidacte. Il va apprendre vraiment à... il va beaucoup lire, il va apprendre à écrire, il va vouloir devenir écrivain, et il va parvenir, c'est pas un spoil parce que c'est pas vraiment ça le sens de l'histoire, à ses fins en s'élevant intellectuellement et socialement. Sauf que une fois au sommet, eh bien, il va se rendre compte en fait de toute l'hypocrisie du milieu dans lequel il a évolué, il va se poser des questions sur le prix de ses ambitions, de ses désirs, et voilà, la fin est triste. La fin est triste, je vous en dirai pas plus. On parle encore une fois de classe sociale ici, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui un transfuge de classe, même si bien sûr en 1909 c'est anachronique de dire ça, mais en tout cas c'est le fond de l'histoire finalement. Martin Eden il va s'élever, il va s'éloigner de son milieu social d'origine, mais il va jamais non plus véritablement appartenir au nouveau milieu dans lequel il aimerait évoluer. Et ça va lui coûter beaucoup de choses, personnellement, professionnellement, voilà. Donc c'est ces questions de classe sociale, d'identité, de désir, de littérature aussi. On parle beaucoup de lecture, de littérature dans ce livre, puisque ça va venir vraiment nourrir notre personnage. Il va prendre un énorme plaisir à s'éduquer lui-même. Mais voilà, c'est un récit très triste et très bien réalisé, vraiment émouvant et avec des messages importants, et enfin bon, j'ai adoré Martin Eden. Certainement le livre le plus long que j'ai lu, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Quel chef-d'œuvre, mais alors vraiment ce livre, il est parfait en tout point.
Ne vous laissez pas impressionner par la taille parce que ça se lit avec une facilité déconcertante, c'est fluide, c'est prenant, c'est haletant, c'est rythmé, c'est incroyable. Et je pense que c'est vraiment un livre qui pourrait plaire même aux plus jeunes, aux jeunes adolescents, ça pourrait les plonger dans la lecture. Si on prenait la peine juste de lire les premières pages sans se laisser décourager par la taille de l'ouvrage, on serait tellement pris par l'histoire qu'on finirait le livre sans s'en rendre compte. Alors ça reste un investissement en termes de temps, hein, mais ça en vaut largement la peine. Le Comte de Monte Cristo, c'est un récit parfait parce qu'il arrive, Dumas arrive ici à construire une intrigue, la plus grande histoire de vengeance, j'adore les histoires de vengeance, donc la plus grande histoire de vengeance avec Edmond Dantès qui va connaître une grande injustice au début du récit, il va être emprisonné alors qu'il est innocent et il va ensuite passer toute sa vie à rechercher les personnes responsables de cette injustice pour se venger. Mais c'est pas une petite vengeance comme on pourrait l'imaginer ou comme on peut la voir assez souvent dans les films ou les livres. Ici c'est une vengeance qui est mûrement réfléchie, qui est vraiment... c'est une belle vengeance quoi. Donc on a ce récit d'aventure, de quête qui est absolument haletant, rythmé, qui est incroyable et on a des personnages très bien caractérisés, attachants, qui évoluent avec l'histoire. On a des thématiques avec toute l'ambiance politique et culturelle du 19e siècle dans lequel s'inscrit l'histoire. Pardon. On a une écriture maîtrisée, belle, on a à la fois dans la poésie, dans l'aventure, enfin comme je vous dis, vraiment l'écriture est extrêmement bien maîtrisée. Malgré la longueur du livre, moi j'ai pas trouvé de temps mort, je me suis pas ennuyée à aucun moment, tous les passages, même si c'était un roman feuilleton et que voilà les auteurs avaient peut-être tendance à essayer de décrire le plus possible pour gagner le plus possible aussi, je trouve que là ça n'entache pas du tout la qualité ou le rythme du récit, au contraire. Enfin bon, vraiment le Comte de Monte Cristo, si vous ne l'avez toujours pas lu, mais lancez-vous, c'est un livre qui peut plaire je pense à quasiment tout le monde. Vraiment c'était génial. Un jour je le relirai c'est sûr, mais bon faut quand même, prévoir un sacré investissement en termes de temps, mais ça en vaut la peine, c'était incroyable, vraiment le Comte de Monte Cristo, allez-y les yeux fermés. Il y a assez peu de femmes dans cette sélection, ce que je regrette vraiment énormément, mais c'est amené à évoluer avec les années à venir puisque je lis de plus en plus de femmes et je découvre de plus en plus d'autrices incroyables avec des récits vraiment que j'aime énormément et qui ont toute leur place parmi les grands classiques de la littérature. Donc voilà, évidemment cette liste est amenée à évoluer, je vous la présente telle qu'elle est aujourd'hui, mais en tout cas il y a quand même... deux femmes, Mary Shelley avec Frankenstein. Là aussi j'ai parlé plusieurs fois de Frankenstein et de Mary Shelley, il y a une vidéo qui lui est consacrée, je vous y renvoie. C'est un récit qui est extrêmement connu, tout comme Dracula, qui a été moult fois adapté, plus ou moins bien là aussi. On a peut-être une fausse image de ce qu'est vraiment cette histoire et je pense que si on a toutes ces adaptations en tête, on risque d'être très surpris par ce qu'on va découvrir dans Frankenstein. C'est un récit beaucoup plus sombre et beaucoup plus complexe et dense qu'il n'y paraît. Ce n'est pas un simple récit de science-fiction ou de fantastique comme vous voulez. C'est un récit gothique, c'est un récit qui questionne sur la science, sur l'identité, sur les monstres qui sont les monstres, sur la relation finalement globalement qu'on entretient avec les autres. Tout ça dans une atmosphère voilà, gothique, sombre, extrêmement mélancolique. Ça reste un récit aussi romantique et Mary Shelley elle va passer beaucoup de temps à nous parler de solitude, d'errance à travers ces personnages qui vont parcourir beaucoup de paysages, la nature, donc ça c'est un élément qui est très présent aussi que j'aime beaucoup. Bref, Frankenstein c'est vraiment un livre incroyable qui est assez court et qui là aussi est beaucoup plus dense qu'on pourrait le penser et qui aborde beaucoup plus de thématiques qu'on pourrait le penser également. Et ça reste aussi juste un récit voilà, fantastique de science-fiction, un des premiers récits de science-fiction qui se lit juste par plaisir également. En tout cas, je vous renvoie à la vidéo où j'en parle un peu plus longuement, un peu plus en détail, mais bon, Frankenstein est clairement parmi mes livres préférés. Gros pavé également, Aurélien d'Aragon, que là j'ai lu récemment, je l'ai lu l'année dernière, et ça a été une claque, j'ai adoré Aurélien, j'ai très envie de le relire. Là aussi c'est un grand classique hein, que vous avez certainement lu. Aurélien, alors c'est assez difficile d'en parler, mais c'est... On connaît souvent en fait la première phrase de ce livre qui est assez iconique. On dit en français iconique, iconique.
C'est une histoire d'amour, c'est une histoire également sur la guerre, sur les modifications en fait à l'échelle de société individuelle que va amener la guerre, sur nos personnages, sur le personnage d'Aurélien et sur son amour pour Bérénice. Et c'est fait d'une façon... Le style d'Aurélien est assez singulier, pour le coup il est reconnaissable et c'est des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs en littérature. Il y a une forme de lourdeur dans le récit et à la fois de légèreté par le style, il y a une forme de quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir tout le long du récit, qu'il faut arriver à choper par-ci par-là. La relation entre Aurélien et Bérénice est incroyable, faite de hasard, de loupés, ça aurait pu ou ça aurait dû. Il y a quelque chose de très triste aussi qui se dégage, de fataliste. C'est un récit qui a été publié en 1944, il y a tout le contexte de la guerre qui est bien présent. La guerre c'est un vrai sujet aussi, l'art, la création littéraire aussi. Et puis évidemment cette quête d'absolu qui résume finalement à lui seul le livre et qui a été brillamment menée par Aragon dans Aurélien. Donc voilà, assez complexe comme livre. Mais je le relirai parce qu'il y a, je pense, pas mal de choses qui... Enfin, pas mal de choses... Comme je vous ai dit, il y a un côté insaisissable à l'œuvre. Et donc j'ai très envie de le relire pour m'en imprégner davantage. Mais l'écriture est incroyable, les personnages, l'histoire entre Aragon et Bérénice, entre Aurélien et Bérénice. Enfin vraiment, j'ai adoré. Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez Aurélien, il est incroyable. La deuxième fan de cette sélection, Emily Brontë avec Les Hauts de Hurlevent. Alors là je l'ai lu au lycée, c'est un des livres que j'ai le plus lu, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, ça fait quelques années, donc je serais assez curieuse de savoir ce que je pourrais en penser aujourd'hui. Mais à l'époque c'était la découverte pour moi du gothique, du romantisme à l'anglaise et j'ai adoré. C'est une histoire qui est souvent présentée comme une histoire d'amour entre Heathcliff et Catherine. Bon, moi je le présenterai pas du tout comme ça, pour moi c'est avant tout une histoire de vengeance. La vengeance d'Heathcliff qui là aussi va se venger d'avoir de ne pas avoir eu les mêmes chances que d'autres membres de son entourage parce qu'il ne fait pas partie de la même classe sociale. Donc on retrouve cette idée de classe sociale, de vengeance. Vous avez compris à ce stade que j'adore les histoires de vengeance. C'est un récit sombre qui met en scène des personnages qui sont pas du tout sympathiques. Moi j'adore le personnage d'Heathcliff en tant que personnage, hein, voilà, je précise. Mais voilà, même si ce sont des personnages qui sont pas du tout sympathiques, voire parfois détestables, moi je les ai trouvés tellement bien construits que ça ne me dérange pas de suivre ce genre de personnages. S'ils sont bien construits, l'ambiance, encore une fois, on est sur la lande anglaise, avec les vents, avec la nature, avec toute la désolation et le désespoir que ça amène. Moi j'aime beaucoup ce type d'ambiance et voilà, grande histoire de vengeance. C'est aussi assez fort, je trouve, de la part d'Emily Brontë de nous présenter des personnages qui, comme je vous ai dit, ne sont pas sympathiques, avec une histoire pourtant qui on va jusqu'au bout, qui est prenante. Donc c'est quand même un beau tour de force aussi, je trouve. Donc voilà, Les Hauts de Hurlevent, grand classique. J'ai adoré. Et j'ai menti parce qu'il y avait une troisième femme, c'est Anne Radcliffe avec Les Mystères du Dolphe. On reste dans le gothique, ça reste voilà, un mouvement, un genre que j'aime beaucoup. Les Mystères du Dolphe, autre énorme livre. Là j'en ai fait une lecture commune si ça vous intéresse. Donc il y a des lives qui sont dédiés à la discussion, l'analyse autour de ce livre. Anne Radcliffe c'est une des fondatrices en fait du gothique et on y retrouve tous les codes. Le gothique est quand même un dérivé du romantisme, donc c'est un roman qui est très romantique aussi. On est dans la nature, dans l'exaltation du moi, de la souffrance, dans cette solitude, aussi dans l'errance, dans quelque chose de... Ouais, dans une forme de solitude mélancolique que j'aime beaucoup, avec de l'horreur, enfin de la terreur ici plus précisément. On est dans les grands châteaux en ruine, avec des dangers, peut-être des fantômes, donc toute une atmosphère que j'aime énormément. Si vous aimez le gothique ou si vous souhaitez le découvrir, c'est vraiment une bonne porte d'entrée parce qu'il y a tous les codes, il y a tous les fondements en fait du gothique. Et Anne Radcliffe, c'est une autrice que j'aime énormément. Enfin voilà, c'est ce genre de récit qui rassemble tout ce que j'aime, donc voilà, Les Mystères du Dolphe. Et l'avant-dernier livre de cette vidéo, c'est Le Supplice du Santal de Moyane, là aussi très contemporain puisqu'il a été publié en 2001. Moyane, c'est un auteur qui est prix Nobel de littérature.
que j'aime beaucoup. Mais alors le supplice du Santal, j'ai découvert en fait, non j'ai pas découvert, j'ai découvert Moyenne avec un autre livre, Le pays de l'alcool. J'étais un peu passée à côté, puis je l'ai retenté avec le supplice du Santal et alors, oh là là, mais c'était incroyable, j'ai adoré ce livre, très envie de le relire. L'histoire est un petit peu complexe, on est à la toute fin du 19e, au tout début du 20e, lorsqu'il y a la présence allemande au Japon, en Chine pardon, puisqu'on est en Chine. Et on va suivre 4 personnages qui sont liés les uns aux autres, et notamment un chanteur d'opéra qui va être condamné au supplice du Santal pour s'être révolté contre la création de chemins de fer par les Allemands, justement, qui sont en train d'imposer leur autorité sur certains territoires chinois. C'est un récit qui est dense, qui va mêler plusieurs choses et plusieurs styles, enfin, en tout cas plusieurs genres dans le même livre. Le style est extrêmement mélodieux, il y a beaucoup de sonorités, il y a beaucoup de poésie. En fait, l'auteur cherche à retranscrire les sonorités et la musicalité qu'on peut retrouver dans les opéras chinois populaires à cette époque. C'est un récit sur la transition entre l'ancien monde, donc cet ancien empire chinois avec ses traditions, son art, sa culture, et puis le début de la guerre, l'impérialisme allemand, etc. Donc c'est un récit qui est un peu politique également, et puis c'est un récit sur l'art en général, que ce soit l'art de l'opéra, mais aussi l'art un peu plus particulier de créer et de pratiquer des supplices. Donc il y a énormément de passages où on va nous décrire l'art de ces bourreaux qui étaient littéralement vénérés, dans la façon qu'ils avaient d'imaginer des supplices, de les exécuter. Il y a une forme d'esthétique aussi qui est très importante dans la façon dont on va justement exécuter les prisonniers. Donc il faut avoir le cœur accroché parce qu'on a des pages et des pages de la description de ces supplices. Là aussi un récit très violent, mais j'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement bien construits, que l'atmosphère, le style accompagne vraiment le fond. Enfin bref, c'est extrêmement dense, c'est très bien fait. Là aussi j'en ai parlé en long, large, en travers de Moyenne dans une autre vidéo que je vous invite à aller voir. Mais vraiment donner sa chance au supplice du Santal, même s'il est gros et qu'il peut être un peu exigeant. Pour moi ça en vaut la peine, j'ai adoré ce livre, vraiment il était génial. Écoutez, puisqu'on est dans les supplices, on va finir avec Le Jardin des supplices d'Octave Mirbeau. C'est un livre composite, il y a plusieurs parties. La plus grande qui constitue Le Jardin des supplices, c'est une forme de roman dans lequel on va suivre un personnage qui va se rendre en Chine et qui va être accompagné par un guide, une femme dont j'ai oublié le nom, Eva, je crois, Clara, je crois qu'elle s'appelle Clara, peu importe, je n'arrive jamais à me souvenir des prénoms des personnages. Et donc par une femme, appelons-la Clara, qui va la guider à travers les territoires chinois et notamment des jardins somptueux, vraiment foisonnants, incroyables, dans lesquels sont emprisonnés des prisonniers chinois et qui vont être aussi torturés et exécutés. Et il va y avoir toute une réflexion autour justement de cette question de l'esthétique et de la mort, de cette esthétique et de la jouissance que peut avoir le personnage de Clara dans cette manifestation de la souffrance, de la mort, en lien avec le cadre somptueux dans lequel ils sont. C'est un récit extrêmement politique. Mirbeau il était très engagé voilà, contre l'impérialisme, il dénonçait l'hypocrisie des dirigeants, des politiques de son époque. Donc ça imprègne aussi tout le récit. Et avant le roman, donc Le Jardin des supplices, il y a d'autres petits textes avant, un peu plus politiques, où Mirbeau il est vraiment mordant, piquant, intelligent, enfin bref, Le Jardin des supplices, là aussi une œuvre complète, que ce soit dans la beauté de l'écriture, dans la jouissance qu'on peut avoir dans un texte littéraire pur, dans les thématiques qui sont abordées, dans l'engagement de l'auteur, enfin tout y est, c'est court, c'est dense, mais c'est incroyable. Donc voilà, Le Jardin des supplices, vraiment, lisez-le, et lisez Octave Mirbeau de manière générale, parce que c'est absolument incroyable. Et je termine avec un livre qui malheureusement est assez mal aimé, ce que je comprends pas vraiment, mais c'est Madame Bovary de Flaubert. Alors contrairement à beaucoup de personnes, moi j'ai adoré non seulement le roman de Madame Bovary, mais en plus le personnage de Madame Bovary, qui est souvent détesté pour des raisons que j'ai du mal à comprendre. Moi je l'ai trouvée extrêmement touchante, je me suis identifiée à certains aspects de sa vie. On est sur un roman qui nous parle de désillusion, d'ennui, vraiment de désillusion pour le coup, de petite vie qui ne correspond pas en fait à l'ambition qu'on peut avoir pour nous-mêmes, pour
pour nos aspirations, aux obstacles que nous met la vie, ou justement à notre propre réalisation, à cette médiocrité qui tue finalement. Et puis tout le pouvoir de l'éducation, de l'absence d'éducation, de la littérature sur nous et sur les femmes plus précisément à cette époque. Je trouve que le style de Flaubert est incroyable dans Madame Bovary. Il arrive à retranscrire cet ennui, les états d'âme de ce personnage qui est un des personnages les plus complexes et les mieux construits je trouve en littérature. Et en même temps il est drôle, c'est piquant, c'est... Il y a tout dans Madame Bovary aussi et je sais pas, j'adore ce livre et j'adore le personnage de Madame Bovary, donc si vous ne l'avez pas aimé, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Il m'a profondément touchée, donc voilà, il fallait qu'il apparaisse dans cette liste de mes livres préférés. Voilà, c'en est fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai présentés si vous les avez lus, et surtout, dites-moi dans les commentaires quels sont vos livres préférés. Je serais vraiment très curieuse de lire votre liste de livres préférés. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, que vous êtes arrivés jusqu'ici, et si c'est le cas je vous en remercie. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir accès à plus de contenu, vous pouvez souscrire à la chaîne en devenant membre. Du coup, juste à côté du bouton abonner, vous pouvez cliquer sur souscrire et payer une certaine somme par mois, donc qui commence à 2,99 € et vous pouvez du coup en échange avoir accès à du contenu exclusif. Je m'engage à publier au moins 2 vidéos par mois pour les membres exclusivement, donc voilà. En tout cas moi je vous remercie, je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt et en attendant je vous souhaite de faire de très belles lectures.